des applications qui sont interfacées. Donc j'ai fait un petit schéma synoptique qui permet de comprendre si on se met dans le cadre où il y a un ERP. Donc j'ai symbolisé l'ERP, j'ai repris, vous avez vu qu'on vous a distribué un petit livre blanc, j'ai repris le visuel qu'ils avaient utilisé pour dire voilà ça symbolise l'ERP. Et j'ai ici des traitements qui se font. Donc je ne suis pas rentré dans le détail d'un business process, mais plutôt de dire il y a deux grands modes de consommation qui sont des modes interactifs et des modes qui sont automatiques. Hein. Et donc, les premiers échanges qu'on imagine, c'est il y a le démarrage d'un workflow par un événement. L'événement, ça peut être l'arrivée d'une facture, ça peut être le changement d'une valeur, ça peut être un timer qui dit voilà, c'est l'heure de commencer à faire la paye, parce qu'on est le temps du mois et il faut bien faire les relevés de temps, etc. Et je vais avoir des traitements qui sont interactifs. Donc le traitement interactif, il va avoir besoin de lecture de données. Alors là, j'ai mis qu'une seule brique, le RP, il faut le gérer, il faut le voir au sens large. Ça peut être différents modules ou différents outils qui sont mis en place. Donc je vais avoir une lecture en direct. Et puis je vais pouvoir faire de l'écriture automatique. Finalement, je peux le faire en différé. Alors quand je dis en différé, ça peut être un léger différé. Mais je n'ai pas un utilisateur qui attend le résultat du traitement pour savoir si l'information est bonne. Ou si l'information a bien été prise en compte. À la limite, s'il y a des traitements d'exception à prendre en compte, ils peuvent être faits après. Et puis, on se rend compte que le fait de mettre des business process permet finalement de collecter de la donnée, de la valider, de la maîtriser. Et une fois qu'elle est maîtrisée, finalement, entre guillemets, il n'y a plus qu'à la verser dans le RP pour une prise en compte des modifications qui ont été faites pour, par exemple, envoyer une commande ou enregistrer un nouvel article, ou ce genre de choses. Et puis, il y a aussi une capacité à, finalement, en fonction du niveau de service qu'on veut avoir, de la disponibilité ou des temps d'accès ou ce genre de choses, de répliquer un certain sous-ensemble de données depuis le RP qu'on va mettre dans une base de données qui permet aussi de s'interfacer en interactif dessus, mais les écritures, ça c'est des éléments qu'on a récupérés de l'expérience qu'on a chez nos clients. L'écriture, en général, se fait tout de suite directement vers le RP en utilisant les fonctions natives de l'ERP pour le faire, et non pas dans une base de données qui sera ensuite répliquée. Voilà, donc vous avez ici le grand schéma de la cinématique, je dirais, d'interfaçage entre le business process qui est l'épine dorsale de l'application et les données qui sont disponibles dans l'entreprise et les grandes fonctions qui sont couvertes par l'application. Donc, la question maintenant, c'est comment ça marche. Comment, en tant qu'éditeur de logiciel, on a su faire en sorte de regrouper dans un logiciel des éléments qui permettent de faire ce genre de choses. Donc, on est parti du principe, je vous l'avais dit, de travailler sur la modélisation. Donc, souvent, quand on fait de la modélisation, on réunit des personnes dans une salle et puis on leur fait, j'ai tendance à dire, on les torture un petit peu pour savoir comment ils travaillent. Et puis, au bout du compte, on arrive à définir les processus sur lesquels on travaille. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de discuter avec des directeurs informatiques et on se rend compte que le processus métier ou l'application métier, finalement, c'est quelque chose de très souple et on passe très facilement de l'un à l'autre. Donc quand on réfléchit, on a toujours des processus quelque part. Quand on fait une validation de demande, finalement, il y a une personne qui a un rôle qui lui permet de le valider, qui ensuite le transmet à quelqu'un qui va traiter ou qui va exécuter ce qui a été validé. Donc ça peut se dessiner sous forme de process et l'intérêt, c'est que ça les rend explicites et ça va faciliter le travail des différents intervenants pour bien comprendre où ils se situent dans la chaîne de valeur que représente le processus. Ensuite, on va essayer de comprendre aussi quelles sont les données sur lesquelles ils travaillent, donc quelles sont les données dont ils ont besoin, que ce soit des données qui viennent de systèmes de gestion électronique de documents, on a mis Alfresco ou EMC sur ces sujets-là, ça peut être des bases de données métiers qui ont été collectées, qui existent dans l'entreprise parce qu'elles sont nées spontanément ou c'est le résultat d'une réplication comme j'ai expliqué juste avant. Je peux directement m'interfacer sur des ERP. Et puis j'ai aussi, ce qui est symbolisé par le petit symbole UML, créer moi-même des modèles de données complémentaires qui vont me permettre de faire rentrer dans un système informatique finalement de nouveaux objets métiers dans l'entreprise. Et puis le dernier point, c'est puisqu'on est dans la modélisation, on a une technologie qui nous permet d'automatiquement produire des écrans. Ces écrans, on va les proposer dès qu'on a fait la modélisation et on va pouvoir les compléter, les adapter pour faire en sorte que ça corresponde aux besoins des utilisateurs, créer des vues de travail complémentaires pour que sur un écran, je puisse avoir toutes les données qui m'intéressent par exemple, pour faire en sorte que
le traitement soit facilité. Et donc, l'idée, c'est, puisque la modélisation qu'on fait est assez fine et assez complète, on peut imaginer qu'on met un bouton exécuter quelque part sur une des interfaces et d'avoir l'application qui apparaît directement sur l'écran pour être en utilisation avec une ergonomie et une présentation qui correspond à ce dont vous avez besoin, et puis aussi directement sa vision sur iPhone ou sur Android pour une utilisation en mode mobile. Alors, derrière, vous comprenez bien que en miroir de ces étapes de modélisation qui permettent de faire du what you model is what you get, donc directement obtenir un résultat à partir de ça, on a des briques technologiques d'exécution, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement des outils de modélisation et puis ensuite on génère du code qu'il va falloir compiler pour en faire un programme informatique, c'est directement exécuté. C'est-à-dire que ce modèle que j'ai défini avec mes outils de modélisation, qu'on va juste apercevoir en copie d'écran après, sont exécutés par une plateforme sur laquelle j'ai différents services. Donc j'ai un service qui va me permettre de m'interfacer avec les données métiers, donc il connaît, allez pour faire simple, il sait parler LDAP, il sait parler SQL, il sait parler Web Service, il sait parler GED. Voilà, il a différents langages comme ça qui lui permettent de communiquer. On a un outil, un moteur de BPM, puisque c'est notre savoir-faire et historique, et donc on a qui a contribué à cette architecture globale qui va permettre d'orchestrer et de gérer les événements entrants et sortants, permettant de séquencer finalement l'exécution du process. Et puis notre innovation technologique, elle est là, en orange, c'est notre capacité à fournir des expériences utilisateurs dynamiquement. Alors ce qu'on appelle expérience utilisateur, en français on pourrait appeler ça l'IHM, l'interface homme-machine, les écrans interactifs, enfin bref, c'est tout ce qui fait le contenu d'une application qu'on voit, qui est automatiquement produit par ce moteur d'exécution, directement déduit du modèle. C'est-à-dire que de ma modélisation, j'ai directement la partie visible. Sauf que dans la vraie vie, j'ai toujours des choses qui se passent en background pour faire en sorte que les données ne sortent pas du chapeau du magicien, les listes déroulantes avec les valeurs qui vont bien ne sortent pas d'un chapeau de magicien, mais ont eu besoin de s'appuyer sur le système d'information, les différentes plateformes d'échange, pour être collectées, présentées et envoyées vers un utilisateur. Et avec une seule personnalisation, un seul modèle, un seul développement d'application, au final, je suis capable d'avoir 4 version de mon application qui permet de tourner sur des navigateurs qu'on pourrait qualifier d'ancienne génération. Pensez donc qu'ils ont bien 5 ans. Sur du Web 2, parce que c'est l'ergonomie du moment et c'est là où je vais trouver les fonctions, notamment des fonctions sociales. Et puis aussi, grâce à des applications installées sur les postes, sur les smartphones, la capacité de les accéder depuis le mobile. Pourvu que vous ayez une petite connexion réseau, vous allez pouvoir récupérer, valider des demandes, par exemple, pour éviter des goulots d'étranglement ou faciliter ou avoir des tableaux de bord qui viennent dessus. Voilà, donc, pour cette modélisation, on a 2 outils. Il y a un premier outil qui permet de faire le process, parce que quand on fait le process, on va voir les utilisateurs, on essaye de comprendre comment ils fonctionnent, comment les étapes se séquencent pour obtenir le résultat. Et en complément, on a cet Application Composer qui permet de voir l'aspect applicatif. Donc c'est lui qui va en fait tout formater correctement pour être capable de s'exécuter directement sans passer par des frameworks externes, parce que finalement, ici, on est sur le... Alors je m'excuse d'utiliser des gros mots parfois comme framework ou BPM ou des choses comme ça, mais bon, ça reste la réalité des éléments qui font la vie de la direction informatique et des projets informatiques en tout cas, donc va permettre de piloter le framework qui permet de donner ce résultat directement. À la sortie de ces outils de modélisation, j'ai des modèles. Ces modèles ont des comportements standards. Alors bien sûr, après, on peut spécialiser ces modèles et faire rentrer de la programmation, parce que généralement, il y a des règles métiers spécifiques qu'on ne peut pas déduire uniquement par modélisation et paramétrage. Donc on peut faire du codage Java qui va avec, mais je dirais que ça arrive en dernière option, c'est-à-dire qu'on peut pousser assez loin la modélisation. Et ce modèle est exécutable, rend des écrans. Donc ici, c'est une copie d'écran qui vient de chez Bouygues Construction sur leur application de qualité, sécurité, environnement, donc l'ISO 14000. Quand on doit présenter des éléments sur un fond de carte, j'ai un fond de carte qui est disponible directement sur Google. Alors là, dans la démo que je vais faire, j'ai un fond de carte, ce sera un fond de carte image, parce que je n'ai pas de connexion réseau sur ma machine ce matin. Mais on pourrait avoir le fond de carte Google qui vient directement. Ici, un autre écran qui vient de chez Page Jaune,
Donc vous avez deviné, il est jaune, ça vient de chez Page Jaune, hein, donc ils ont retravaillé la charte graphique qui leur permet de récupérer ce qu'il faut. Des copies d'écran avec des Gantt, avec des formulaires qui prennent des données de différents types et qui sont collectées ensemble, qui peuvent être aussi multisources. On a des capacités de fournir à la volée des rapports depuis l'intérieur de l'application, mais aussi on a des outils à l'extérieur, alors je ne vais pas vous faire la panoplie de tous les outils qu'on a, mais qui permettent aussi d'avoir une vision consolidée des différents processus et donc de comprendre plus globalement la manière dont les choses se passent. Et ces applications sont disponibles sur mobile, qu'il y ait des éléments graphiques ou qu'il y ait des éléments tabulaires, sont présentés comme il se doit sur les smartphones, en mode natif, hein, ce n'est pas du web adapté au smartphone, mais c'est vraiment des applications locales.